monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Je compte bien sûr sur vous pour participer à la diffusion de ce journal. Prenez quelques secondes pour cliquer sur le pouce en l'air juste en dessous de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Relayez cette émission et puis bien sûr, écrivez dans les commentaires juste en dessous. Au programme de ce journal, nous reviendrons sur l'attitude de plus en plus isolée d'Emmanuel Macron et de ses quelques acolytes européens. Alors que Donald Trump va parvenir à asseoir Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine à la table des négociations pour la paix en Ukraine, Emmanuel Macron va ressortir sa tenue de chef de guerre. Nous reviendrons ensuite sur le discours fleuve de Donald Trump devant le Congrès américain mardi soir, une allocution qui a placé la politique intérieure au cœur de l'action de l'administration républicaine. Nous reviendrons ensuite sur l'avenir du Moyen-Orient. La Ligue arabe a présenté son propre plan pour la reconstruction de Gaza. Ambitieux et à contre-courant de la proposition de Washington, cette solution devra néanmoins être adoptée par les États-Unis. Et puis nous terminerons pour ce mercredi des Cendres avec l'entrée en carême des catholiques. Alors que la paix avance et que Volodymyr Zelensky consent désormais à se mettre à la table des négociations entre Donald Trump et Vladimir Poutine, Emmanuel Macron, lui, fait le choix de s'enfermer dans ses obsessions guerrières. Le point tout de suite. Trump a fait du Trump, Macron va faire du Macron. Mardi, pour son discours devant le Congrès, le président américain a consacré quelques minutes à la question ukrainienne. Une occasion rêvée de rappeler que la guerre en Ukraine était avant tout une folie de l'administration démocrate. Je travaille également sans relâche pour mettre fin au conflit sauvage en Ukraine. Des millions d'Ukrainiens et de Russes ont été inutilement tués ou blessés dans ce conflit horrible et brutal, sans fin en vue. Les États-Unis ont envoyé des centaines de milliards de dollars pour soutenir la défense de l'Ukraine. Sans sécurité, sans rien. Vous voulez que ça continue encore 5 ans? Oui, vous diriez oui, Pocahontas dirait oui. Elizabeth Warren, alias Pocahontas pour Donald Trump, est une sénatrice démocrate avec qui les échanges ont toujours été virulents. Son énergie au service de ses applaudissements compulsifs aura toutefois mis en relief cette appétence des néoconservateurs pour la guerre que Trump est en passe de leur confisquer. Le président américain a d'ailleurs annoncé que Volodymyr Zelensky lui avait adressé une lettre importante. Nous avons reçu une lettre importante du président Zelensky de l'Ukraine. La lettre dit que l'Ukraine est prête à s'asseoir à la table des négociations dès que possible afin de se rapprocher d'une paix durable. Personne ne veut la paix plus que les Ukrainiens, a-t-il déclaré. Mon équipe et moi-même sommes prêts à travailler sous la direction énergique du président Trump pour obtenir une paix durable. Nous apprécions vraiment tout ce que l'Amérique a fait pour aider l'Ukraine à maintenir sa souveraineté et son indépendance. En ce qui concerne l'accord sur les minerais et la sécurité, l'Ukraine est prête à signer au moment qui vous conviendra. J'apprécie qu'il ait envoyé cette lettre. Je l'ai reçue il y a peu. 4 jours après la rencontre difficile avec le président ukrainien sans mandat à la Maison-Blanche, Donald Trump a de quoi se frotter les mains. Comme prévu, il est parvenu à contraindre Volodymyr Zelensky à choisir le meilleur chemin pour la population ukrainienne, éprouvée par 3 ans de guerre ouverte qui n'auraient jamais dû avoir lieu. De son côté, l'Union européenne veut visiblement s'accrocher à un conflit que Zelensky lui-même accepte de terminer. À l'image de la crise du Covid-19, Bruxelles entend manipuler l'événement pour le transformer en crise sécuritaire et ainsi s'arroger des pouvoirs bien au-delà de ses prérogatives. Pour annoncer la nouvelle mardi, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. L'Europe est prête à assumer ses responsabilités. Réarmer l'Europe pourrait mobiliser près de 800 milliards d'euros de dépenses de défense pour une Europe sûre et résiliente. Nous continuerons bien sûr à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires de l'OTAN.
L'agitation autour d'une fallacieuse menace russe sur l'Europe est donc mise au service de la construction d'une Europe de la défense sous la coupe de l'OTAN. Une OTAN orpheline de la Maison-Blanche de Donald Trump qui devrait lui couper rapidement les vivres. C'est dans ce cadre que l'Union européenne devrait donc constituer le refuge de tous les néoconservateurs assoiffés de guerre et de privation des libertés. Point amusant, l'argumentaire d'Ursula von der Leyen pour appuyer ce projet. Cela aidera les États membres à regrouper la demande et à acheter ensemble. Et bien sûr, avec cet équipement, les États membres peuvent augmenter massivement leur soutien à l'Ukraine. Vous vous souvenez sans doute des SMS pour acheter des vaccins Pfizer au PDG Albert Bourla. Préparez-vous donc aux SMS avec le complexe militaro-industriel américain. Toujours est-il que l'Union européenne est donc en passe de saigner les contribuables pour une guerre bientôt terminée. Les dirigeants européens, Emmanuel Macron en tête, vont donc appuyer non plus seulement sur l'Ukraine, mais sur ce danger russe qui se rapproche de nos frontières, selon Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. À la veille d'un nouveau sommet européen sur la guerre en Ukraine, le président français s'imposera donc une nouvelle fois à la télévision ce mercredi soir, quelques instants avant d'aller dîner avec Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, particulièrement aligné sur la volonté de faire la paix en Ukraine de Donald Trump. Emmanuel Macron devrait donc miser sur un laïus de chef de guerre garni de raccourcis mensongers. L'objectif est simple, vous faire payer toujours plus pour refinancer leur déficit structurel avant que les négociations de paix en Ukraine soient terminées. Loin d'être réservé à la question ukrainienne, le grand oral de Donald Trump devant le Congrès a redonné la priorité à la situation des États-Unis. Les explications de Renaud de Bourleuf. L'Amérique d'abord au cœur du discours de Donald Trump. En dehors d'un court passage accordé à l'Ukraine, le premier discours de politique générale face aux 435 représentants et aux 100 sénateurs était résolument tourné vers la politique intérieure. Le président s'est adressé aux Américains en invoquant des cas concrets. A few years ago, January, little John and her husband discovered that their daughter's school had secretly, socially transitioned their 13-year-old little girl. Teachers and administrators conspired to deceive January and her husband while encouraging her daughter to use a new name and pronouns. They, them pronoun, actually. All without telling January, who is here tonight and is now a courageous advocate against this form of child abuse. January, thank you. Thank you. Thank you very much. Selon Gérald Olivier, journaliste spécialiste de la politique américaine, il y a aux États-Unis une forte attente du public pour qu'une réponse soit apportée à la question de l'idéologie du genre, un phénomène qui est particulièrement visible dans le monde du sport. La question du genre a été évoquée, deux angles, deux prismes principaux. Le premier, c'est la participation de jeunes gens qui s'identifient à des femmes alors qu'ils sont biologiquement des hommes, leur participation à des sports universitaires avec les filles, contre les filles. C'est le premier point. Le sport universitaire, c'est très important aux États-Unis, et vous avez des sports universitaires qui sont genrés. C'est-à-dire que les hommes concourent contre les hommes et les femmes ou les filles, les jeunes filles, concourent contre d'autres jeunes filles. Mais depuis que l'idéologie du genre permet à des gens de s'identifier à un genre qui n'est pas leur sexe biologique, on a vu des sportifs mâles participer à des compétitions contre des filles. Il y a eu un match de volleyball où une jeune femme s'est pris la balle du volleyball, smatchée par un joueur adverse qui se trouve être un homme s'identifiant à une femme et qu'elle a eu un traumatisme crânien extrêmement grave à la suite de cet incident. Et puis il y a un deuxième aspect qui est lié à ce qu'on appelle les transitions, c'est-à-dire que vous avez des adolescents qui, au moment de la puberté, ont des difficultés d'identité et certains n'osent pas s'en ouvrir à leurs parents, par contre s'en ouvrent à leurs enseignants et on a vu dans un certain nombre de cas, un dénoncé par le président hier, des enseignants, des cadres scolaires participer à ce qu'on appelle la transition du genre, changer le sexe de la personne sans en informer les parents. Pendant ses premiers jours de présidence, Donald Trump a signé plusieurs décrets. L'interdiction de la participation des hommes biologiques à des compétitions sportives féminines, la suppression du financement fédéral des universités qui enfreignent cette consigne, la fin des programmes de discrimination positive dans l'administration. Le mot d'ordre est clair, ne plus faire des États-Unis un pays woke. Our country
country will be woke no longer. La place des États-Unis dans le monde a été évoquée autour du canal de Panama et du Groenland, que Donald Trump appelle à devenir autonome. Nous soutenons fermement votre droit de décider de votre avenir. Et, si vous le souhaitez, nous vous accueillerons dans les États-Unis. Tout ce qu'il fait, il l'avait annoncé. Il a parlé du contrôle chinois sur le canal de Panama, ce qu'il conteste parce que c'est un lieu stratégique très très sensible et très très important pour les États-Unis, et plus important pour les États-Unis que pour le reste du monde, parce que le trafic qui passe par le canal de Panama est constitué très majoritairement, c'est aux 2/3, de navires qui sont en provenance ou à destination des États-Unis. New York, San Francisco, faut passer par le canal de Panama. Les marchandises ne sont pas mises sur un train qui traverse le continent, non. Elles sont mises sur des bateaux qui font le tour du continent en passant par le canal de Panama. Donc c'est une voie de communication extrêmement importante pour les États-Unis. Sur le Groenland, il estime que c'est une terre qui représente un intérêt stratégique pour les États-Unis, ce qui est parfaitement compréhensible et défendable lorsqu'on regarde un petit peu ce qu'il y a et où elle se trouve. Et il a invité les Groenlandais à prendre leur autonomie et à rejoindre les États-Unis s'ils le souhaitent. Ce n'est pas forcément quelque chose qui se fera dans les semaines, dans les mois, voire dans les années à venir. Maintenant, peut-être qu'à un moment, le Danemark sera prêt à en discuter et que la situation pourra évoluer. Une grande partie du discours a été adressée à l'administration démocrate du précédent mandat. Les médias et nos amis du Parti démocrate n'arrêtaient pas de dire « Nous avons besoin d'une nouvelle législation. Nous devons avoir une législation pour sécuriser la frontière. » Mais il s'est avéré que tout ce dont nous avions vraiment besoin, c'était d'un nouveau président. Les démocrates semblaient attendre au tournant. Au début de la séance, le représentant démocrate du Texas, Al Green, se tenait debout et pointait du doigt Donald Trump, interrompant finalement son discours. Les agents ont mené l'élu démocrate du Texas vers la sortie de l'Assemblée. D'une manière générale, les démocrates refusaient d'applaudir les différentes présentations des membres de l'administration, y compris celle de Robert Kennedy, pourtant issu de leur rang, ce dont Donald Trump s'est amusé. With the name Kennedy, you would have thought everybody over here would have been cheering. How quickly they forget. Une image de ce que Donald Trump semble chercher à réaliser, rendre l'Amérique plus grande, en commençant par rassembler les Américains. Un plan alternatif pour Gaza, alors que le président Trump a défrayé la chronique en proposant le déplacement des Gazaouis dans les pays voisins. La Ligue arabe a présenté un tout autre projet. Les explications d'Olivier Frère-Jacques. 53 milliards de dollars sur 5 ans, c'est le prix du plan envisagé par la Ligue arabe pour rebâtir l'enclave palestinienne de Gaza sans en expulser les habitants. Mardi, les dirigeants de cette organisation réunis au Caire sous l'impulsion de l'Égypte ont adopté un plan commun après les 15 mois de guerre qui ont ravagé cette petite portion de terre. Ce projet, porté par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, se présente comme une alternative au projet américain de Donald Trump qui envisage de transformer Gaza en une Riviera du Moyen-Orient sous contrôle américain, avec un déplacement forcé de sa population vers l'Égypte et la Jordanie. Soutenu fermement par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ce plan arabe de 53 milliards de dollars sur 5 ans vise à redonner espoir aux près de 2,5 millions d'habitants de l'enclave, tout en s'opposant aux velléités d'expulsion et en marginalisant le Hamas. L'Égypte propose la création d'un fonds supervisé à l'échelle mondiale, garantissant la transparence et l'efficacité dans l'utilisation des ressources. Une conférence ministérielle prévue au Caire devra réunir des pays donateurs, institutions financières et acteurs privés pour sécuriser les financements nécessaires. Ce projet s'articule en plusieurs phases, mêlant urgence humanitaire et reconstruction à long terme. Dans une première étape de 6 mois, l'accent devrait être mis sur une réponse rapide, déblaiement des débris, neutralisation des mines et explosifs et construction de logements temporaires. 7 sites préfabriqués accueilleraient plus d'1,5 million de personnes, offrant un abri immédiat à une population durement éprouvée. Ensuite, la reconstruction devrait s'étaler sur 4 ans et demi en 2 temps, d'ici 2027 avec un budget de 20 milliards de dollars alloué pour des infrastructures essentielles, notamment en matière de communication, routes, réseaux d'eau et électricité, tandis que 200 000 logements permanents et 810 000 hectares de terres cultivables devraient voir le jour. La seconde phase, achevée en 2030 pour 30 milliards de dollars, ambitionne de finaliser ces travaux et de doter Gaza de zones industrielles, d'un port de pêche, d'un port commercial et d'un aéroport. Sur le plan politique, le projet est également inédit puisqu'il exclut le Hamas, privilégiant une gouvernance transitoire sous la direction d'un comité de technocrates indépendants pendant 6 mois, avant un retour de l'autorité palestinienne.
Mahmoud Abbas, président de cette dernière, s'est dit prêt à organiser des élections en 2026 si les conditions le permettent et a proposé la création d'un poste de vice-président pour renforcer l'unité palestinienne. L'Égypte et la Jordanie formeraient les forces de sécurité pour assurer l'ordre dans l'enclave. L'intérêt sécuritaire de l'Égypte et de la Jordanie réside évidemment dans l'idée de tenir le Hamas à distance, mais ces États pourraient néanmoins être amenés à composer avec l'organisation si celle-ci venait à remporter des hypothétiques élections en 2026. Audacieux, le volet politique du projet impliquerait par ailleurs une démilitarisation du Hamas. Le mouvement s'est néanmoins montré favorable à certains aspects du plan, comme la reconstruction. Mais le projet risque de se heurter à l'opposition d'Israël. L'État hébreu exige en effet, outre la démilitarisation totale de Gaza, l'élimination du Hamas. Tel Aviv rejette par ailleurs tout rôle futur pour l'autorité palestinienne dans l'enclave. Une position absolue qui revient à ne donner aucune alternative si ce n'est le projet de Donald Trump ou la colonisation pure et simple de l'enclave par Israël. Alors que la trêve mise en place le 19 janvier reste précaire et que les négociations de la seconde phase sont bloquées, le plan arabe ne sera probablement pas adopté en l'état, mais pourrait servir de base à de futures négociations. Le plan a le mérite de présenter une réponse arabe unifiée face aux défis humanitaires et politiques de Gaza, alors que le monde arabe a souvent eu tendance à se désintéresser du sort des Palestiniens, s'en tenant à des déclarations de façade. Le projet sera également au menu d'un sommet de l'Organisation de la coopération islamique organisé le 7 mars à Jeddah en Arabie Saoudite, une occasion pour l'Égypte d'élargir le soutien à ce plan. Et ce mercredi, c'est le début du carême, une période importante dans la vie des catholiques. Louis Torcy est allé à leur rencontre. Souviens-toi, homme, que tu es poussière et que tu redeviendras poussière. Chaque année, c'est par cette phrase que le prêtre rappelle les chrétiens à l'humilité et à leur devoir lors de la messe du mercredi des Cendres, début du carême. Symbolisant les 40 jours que Jésus a passés dans le désert, cette période qui précède Pâques est l'occasion pour les chrétiens de pratiquer le jeûne afin d'émuler la traversée du désert de Jésus. C'est un moment de préparation à la résurrection du Christ pour les catholiques et les chrétiens, mais en fait, ça va vraiment, plus personnellement peut-être, être un temps pour moi, un temps personnel. Bien évidemment, je suis allé à la messe du mercredi des Cendres, donc avec l'obligation de jeûne qui lui est concomitante. Donc, c'est un repas dans la journée et 2 collations. Et puis évidemment, j'ai mes résolutions de carême qui sont des résolutions de pureté, d'abstinence et de jeûne. Pour le mercredi des Cendres, évidemment, ça consiste en un jeûne, donc du coup ne pas manger de la journée. Et pour tout ce qui va être carême, ça va être limiter évidemment tout ce qui peut être les réseaux sociaux et retrouver la véritable foi, je dirais, notamment retourner avec les livres spirituels, comme l'a dit le prêtre. J'ai prévu 3 choses. Premièrement, la prière, plus de prière. Deuxièmement, l'aumône aussi, d'aider les pauvres. Et troisièmement, la pénitence, de me priver de choses et d'addictions pour me reconcentrer sur l'essentiel. Cette année a une saveur particulière. Alors que le christianisme est en recul en France, 2024 a vu un nombre record de baptêmes de jeunes adultes. De même, le pèlerinage de Chartres et d'autres grands rassemblements analogues connaissent un grand succès. L'intérêt pour la religion catholique chez les jeunes Français ramène un peu d'enthousiasme dans une église semblant parfois un peu atone. Ça fait du bien, et la fois où je suis allé à Chartres, c'était la première année où il y a eu cette montée en nombre et ça m'a fait quelque chose. C'est-à-dire que ça m'a vraiment touché de voir tous ces gens qui étaient là pour la même chose que moi finalement. Je pense que c'est une bonne chose dans le fond. Le problème, on le sait, c'est que les conversions, ça a parfois du mal à durer dans le temps. C'est vrai que c'est hyper impressionnant. Moi, j'ai surtout remarqué ça avec les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui revendiquent leur foi sur les réseaux. Et donc c'est plutôt positif parce que du coup, il y a de plus en plus de jeunes qui viennent. Écoutez, moi, ça me touche particulièrement parce que je ne suis pas encore baptisé. Et donc forcément, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, c'est retour à la foi, puisque j'en suis moi-même un témoignage. Et je trouve que oui, effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui retournent à la foi. Alors,
Ça me fait plaisir et en même temps, ça ne m'étonne pas. Moi aussi, en France, je me suis rapprochée depuis quelques années plus à la religion. Je trouve que c'est essentiel, on en a tous besoin et c'est une très bonne chose qu'aujourd'hui les jeunes se rendent compte de ça. Je pense parce qu'il y a aussi un grand vide et que les gens se retournent vers Dieu parce qu'ils se rendent compte qu'ils en ont besoin. Mais cette année voit également une nouvelle assombrir le tableau. La santé du pape est très mauvaise et les fidèles se préparent d'ores et déjà à sa succession. On s'attriste de la vieillesse ça fait partie de la vie et on peut simplement, comme pour chaque homme qui va sûrement bientôt mourir, prier pour lui, pour sa vie dans l'au-delà, etc. Alors évidemment on prie pour lui. J'étais en plus à une messe du pape il y a 3 semaines au Vatican. Il n'avait pas pu terminer son sermon parce qu'il était vraiment mal en point. Donc c'était un cardinal qui avait terminé pour lui. Un mot pour lui, non, j'ai des prières pour lui, pour le salut de son âme. Et son successeur, évidemment, moi j'aimerais qu'on arrête cette pente extrêmement glissante du modernisme dans l'Église qui a cours depuis Vatican II. Donc je préférerais que ça soit un cardinal de type plus traditionnel. Peut-être que je pense qu'une chose qui serait importante, c'est de vraiment réaliser un peu l'unité au milieu des chrétiens. Après, c'est peut-être un problème spécifique à la France, mais que chaque sensibilité de chrétien se retrouve vraiment dans le souverain pontife. Et partons à présent faire le tour de France en bref. S'en prendre à la cérémonie des JO n'est pas joli. Ce mercredi, 7 personnes comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Paris pour cyberharcèlement, menaces de mort et injures aggravées sur l'orientation sexuelle et religieuse du directeur artistique des Jeux Olympiques de Paris, Thomas Joly. Rappelons qu'en juillet dernier, lors de l'ouverture de l'événement sportif, un spectacle de drag queen parodiant la scène, dernier repas du Christ avant la crucifixion, avait suscité une vive émotion, bien au-delà des personnes de religion chrétienne. Des États-Unis à l'Iran, en passant par la Turquie, de nombreuses autorités politiques avaient exprimé publiquement leur indignation. Dans les mois qui ont suivi, le directeur artistique Thomas Joly a évoqué du cyberharcèlement. 7 personnes âgées de 22 à 79 ans ont été interpellées en Île-de-France, dans l'Hérault et dans les Alpes-Maritimes. Après le scandale, la réparation. Comme évoqué dans notre journal de lundi, la congrégation des pères de Beth-Aram s'engage sur la voie d'une indemnisation large des victimes de violences sexuelles, y compris celles commises par des laïcs. Jusqu'à présent, seuls les actes commis par des religieux étaient pris en compte. La démarche des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus de Beth-Aram est inédite en ce qu'elle prend également sous sa responsabilité les crimes de laïcs qui furent employés par son établissement scolaire. L'institution entend mettre en œuvre des réparations financières pour ces crimes, presque tous prescrits à l'exception de ceux visant un individu mis en examen pour des faits de viol et agression sexuelle entre 1991 et 2004 et en poste dans l'établissement jusqu'en 2024. Reste désormais à savoir comment cette démarche sera considérée par les victimes et ceux qui parlent en leur nom. Festival de poudre à Dunkerque. Près de 10 tonnes de cocaïne ont été saisies par les douaniers en fin de semaine dernière. Un chiffre record qui traduit la submersion de drogue à laquelle la France fait face. L'an dernier, 53 tonnes et demie avaient été saisies par la douane. En 2023, ce chiffre était de 23 tonnes, à peine la moitié. Une proposition de loi est à l'étude au Parlement afin d'améliorer l'arsenal de lutte contre le narcotrafic. Selon les chiffres officiels, sans doute très en dessous des réalités, 110 personnes sont mortes et 341 autres ont été blessées dans des violences liées au trafic de drogue. Tragique accident au cimetière de Marseille. Jeudi dernier, une femme est morte en chutant dans un caveau du cimetière Saint-Pierre. Il s'agirait d'une personne venue assister à des obsèques qui serait tombée 3 mètres plus bas au fond d'une tombe mal entretenue. La victime était connue pour sa participation dans une association pour venir en aide aux parents qui ont perdu leurs jeunes enfants. Elle venait fréquemment au cimetière pour décorer les tombes avec des petits bracelets. Elle a d'ailleurs été retrouvée dans un caveau en face de celui d'une petite fille de 13 ans. La mairie de Marseille a annoncé se réserver le droit de déposer une plainte contre X. Et nous poursuivons avec l'actualité internationale. Europe is ready to assume its responsibilities. Rearmed Europe could mobilize close to 800 billion euros of defense
expenditures for a safe and resilient Europe. Un programme qui pourrait être évalué à 800 milliards d'euros. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dessiné les contours de la petite riposte continentale, ce qui semble s'apparenter à une forme d'abandon américain. En réalité, les 800 milliards ne sont pas des fonds européens, mais l'addition des budgets des États membres. La marche à suivre est d'ailleurs obscure et il semblerait que la patronne de Bruxelles confonde l'investissement militaire et l'achat de masques FFP2. This will help member states to pool demand and to buy together. And of course, with this equipment, member states can massively step up their support to Ukraine. So immediate military equipment for Ukraine. Pas de question aujourd'hui, et pour cause, Ursula von der Leyen fait grise mine dans ce qui ressemble de plus en plus à un baroud d'honneur des États membres dans le dossier ukrainien. L'Allemagne, elle, prend le pli de l'augmentation des dépenses de défense et le futur chancelier Friedrich Merz a annoncé, toujours dans une analogie très covidesque, le recours au « quoi qu'il en coûte » sur les dépenses militaires. Les dépenses de défense supérieures à 1% du PIB pourraient ainsi être exemptées du frein à l'endettement chez nos voisins germains d'ordinaire très à cheval sur les questions de dette. La mesure sera débattue au Bundestag la semaine prochaine. Les frères Tet poursuivis en Floride. Il y a quelques jours, les frères Andrew et Tristan Tet, sortes d'influenceurs masculinistes, sont arrivés en Floride après que la Roumanie a levé leur interdiction de quitter le territoire. Ils sont poursuivis pour traite d'êtres humains et viol. Des accusations que le procureur général de Floride prend au sérieux puisqu'il a ouvert une enquête pénale à l'encontre des deux frères. Malgré des rumeurs persistantes, Donald Trump a nié avoir exercé des pressions sur le gouvernement roumain pour obtenir leur libération. Les ports chinois du Panama deviennent américains. Exploités jusqu'ici par le conglomérat de Hong Kong, CK Hutchison, les ports des façades atlantiques et pacifiques du canal du Panama ont été rachetés mardi 4 mars par le gestionnaire de fonds BlackRock. Donald Trump s'en était violemment pris au Panama lors de son investiture, estimant que le pays d'Amérique centrale avait vendu le canal à des intérêts chinois. Il avait alors déclaré son intention de reprendre le contrôle de la zone, construite par l'armée américaine il y a un peu plus de 100 ans. Le coût total de l'opération est estimé à 22,8 milliards de dollars, soit 21,5 milliards d'euros. Nouvelle formalité pour voyager en Angleterre. À partir du 2 avril, les citoyens membres de l'Union européenne voulant faire un séjour de moins de 6 mois au Royaume-Uni et n'ayant donc pas besoin de visa devront demander une autorisation électronique de voyage appelée ETA. La demande peut être faite en ligne à partir de ce mercredi. Le gouvernement britannique affirme qu'il s'agit, je cite, de « sécuriser les frontières en numérisant le système d'immigration ». Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Ce soir, à partir de 20h, découvrez un nouveau numéro de Bistro Liberté. Éric Morillo reçoit l'ancienne directrice de Russia Today en France, Ksenia Fedorova. Elle revient sur la censure subie par sa chaîne après une décision arbitraire de l'Union européenne. J'ai arrêté de regarder en moment les télé français parce que j'ai vu les choses, par exemple, les citations de Ursula von der Leyen qui a dit que l'armée russe est obligée de voler de machines à laver pour retirer les chips parce que l'économie est en train de s'effondrer. Mais en fait, c'est ça ce qui est étonnant, en fait, il y a les gens qui croient ça. C'est ce grand échec des accords de Minsk, 2014-2015, les républiques de Donetsk et Lugansk demandaient une autonomie. Si ces accords avaient été respectés, nous n'en serions pas là. Et François Hollande dit textuellement, dans les accords de Minsk, on n'y croyait pas une minute. Je rappelle que l'Allemagne et la France, étaient garants des accords de Minsk. C'est-à-dire, on ne prenait pas le Donbass et tout ça, l'Ukraine ne rentrait pas dans l'OTAN et tout ça, et ça, c'est bon. Et il signe. Personne n'a tenu compte. Et Hollande dit textuellement, écoutez, nous, on a signé simplement pour laisser à l'armée ukrainienne le temps de se réarmer. Moi, ce que je regrette, c'est que partout dans les médias, on entend parler uniquement de minerais, de terres, de biens à prendre, de pays à dépecer au profit de puissances étrangères. Mais j'entends pas parler de territoire, de blessés, d'échange de prisonniers. Les États-Unis disent qu'on ne va pas du tout inviter les autres pays voisins de la Russie. Alors, finalement, on a eu, je pense, 30 pays qui sont rentrés dans l'OTAN à partir de la chute de l'Union soviétique.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air et d'écrire vos commentaires juste en dessous, en attendant de se retrouver demain pour une prochaine édition. Bonsoir.